Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire que BMC Capital vous propose et qui se concentrera cette fois-ci sur le dernier forecast 2024-2025 ainsi que sur les coups de cœur de notre bureau de recherche. Donc, merci d'avoir été nombreux à répondre présents à notre invitation. Donc, durant cette présentation, nous allons effectuer un overview économique afin de planter un peu le décor de l'année à venir. Nous nous ferons suivre d'un tour d'horizon du marché boursier afin de vous exposer les principaux catalyseurs et freins qui pourraient, selon nous, influer sur sa performance dans les années à venir. Dans un troisième temps, nous vous présenterons notre forecast avec les prévisions mises à jour pour l'année 2024 et 2025. Et enfin, nous clôturons ce webinaire par les valeurs coup de cœur de notre bureau de recherche en cette fin d'année 2024. Donc, avant de vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Khadija qui va se charger d'animer la première partie de notre présentation. À toi, Khadija. Merci Dounia. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter notre forecast pour les années 2024 et 2025, nous allons faire un petit overview macroéconomique. Comme vous le savez, et après le statu quo monétaire de septembre, Banque du Maghreb a maintenu inchangé ses prévisions de croissance à 2,8% en 2024. Donc c'est une croissance qui intègre deux principaux éléments. Le premier, c'est la contraction de la valeur ajoutée agricole de près de 7%, sous l'hypothèse bien sûr d'une récolte céréalière de 31 millions de quintaux. Et le deuxième élément concerne l'accélération de l'activité non agricole à près de 4%, qui va être soutenue principalement par la poursuite de la dynamique du secteur touristique, mais aussi par l'amélioration du PIB des industries manufacturières et extractives. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les chiffres du T3 ne s'éloignent pas trop de ces pronostics, avec une croissance de 2,8% selon le HCP, qui a été principalement drivé par la poursuite de la reprise de la demande intérieure, mais aussi par le renforcement plus soutenu des exportations, stimulé par l'amélioration de la valeur ajoutée des industries manufacturières. Donc ça, c'est pour l'année 2024. Pour l'année 2025, l'économie du royaume devrait s'améliorer significativement de 4,4% sous l'hypothèse d'un retour à une production céréalière moyenne de près de 55 millions de quintaux. Alors, par rapport à l'inflation et dans un contexte qui a été marqué par le resserrement de la politique monétaire au niveau national, les diverses mesures gouvernementales qui ont été mises en place, l'atténuation des pressions inflationnistes au niveau international, mais aussi la baisse des prix des produits alimentaires au Maroc, l'inflation domestique ressort en net ralentissement, donc on passe de 6,1% en 2023 à plus 0,8% à fin septembre 2024. Et sinon, en termes de prévision, il faut dire que la trajectoire reste quand même optimiste, avec un taux d'inflation qui est prévu à 2% en 2025 selon le PLF et à 2,5% selon Banque el Maghreb. Au volet des échanges extérieurs, le déficit commercial continue de se creuser, donc de près de 4% à moins 222,6 milliards à fin septembre 2024 comparativement à un an auparavant, pour un taux de couverture de 59,8% contre 59,5% à fin septembre 2023. Donc c'est une évolution qui s'explique par deux principaux éléments. Le premier, c'est la hausse de près de 5% des importations à 554 milliards de dirhams, dans le sillage justement de la dynamisation de la consommation interne. Et le deuxième, ben, c'est la progression des exportations de 5% également à 331 milliards de dirhams, toujours portée par la bonne tenue des expéditions automobiles, aéronautiques et de phosphates et dérivés. Concernant les finances publiques, donc l'exécution de la loi de finances 2024 fait ressortir à fin septembre un solde ordinaire positif de 29 milliards de dirhams contre 6 milliards un an auparavant. Et donc, c'est un solde qui intègre deux principaux éléments. Le premier, c'est l'amélioration des recettes ordinaires de près de 12,5%, que ce soit pour les recettes fiscales ou non fiscales. Et le deuxième concerne l'amélioration limitée de près de 3% des dépenses ordinaires, qui intègre une contraction des dépenses de compensation. Au niveau des slides suivants, donc on a juste des graphes qui reprennent les indicateurs que je viens de présenter. Je vais quand même revenir sur l'évolution du taux de chômage qui fait ressortir à un niveau toujours élevé de 13,6% au T3 2024. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la situation de sous-performance de notre économie reste fortement liée à la mauvaise orientation de la production agricole, qui a d'ailleurs souffert ces 6 dernières années d'une rude sécheresse qui a naturellement impacté négativement l'emploi, surtout au niveau du monde rural, en dépit d'une création nette de 213 000 emplois sur l'année écoulée. Donc, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on a élaboré notre cartographie des risques et opportunités pour l'année à venir, avec comme principale menace la vulnérabilité climatique, notamment au volet hydrique, la persistance du taux de chômage à un niveau élevé et la recrudescence de l'inflation.
Sinon, en termes d'opportunités, donc la co-organisation de la Coupe du Monde 2030, l'organisation de la CAN 2025 et aussi la poursuite de la baisse du taux directeur devraient être les principaux drivers de la croissance économique. Nous avons également établi notre nouveau scénario économique pour l'année 2025. Alors, sur la base d'une récolte céréalière de 55 millions de quintaux, mais aussi sur la base d'une meilleure dynamisation de la consommation interne, le scénario central de notre bureau de recherche table désormais sur une croissance économique de 3,9% en 2025. Je vous propose de passer au marché boursier. Alors, comme vous pouvez le voir sur le graphe, la bourse de Casablanca continue de refléter de façon globale l'optimisme ambiant avec à date une performance remarquable de 21,27%. Donc, c'est une performance qui a été soutenue tout au long de l'année par différents éléments, à savoir l'engouement renouvelé des investisseurs pour les valeurs immobilières, mais aussi des anticipations positives qui sont liées à la qualité des perspectives des projets structurants qui sont en cours de lancement, principalement à la co-organisation de la Coupe du Monde de 2030. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le mois d'octobre, on a quand même connu une petite vague de prise de bénéfices en dépit de la publication de résultats semestriels qui étaient plutôt solides. Et ça s'explique par un effet d'attentisme de la part des investisseurs qui est lié à la concrétisation des bonnes annonces qui ont été annoncées en 2024. Sinon, par rapport à la capitalisation boursière, donc comme vous pouvez le voir sur le graphe, elle s'établit à 735,5 milliards à date, contre 626 milliards en 2023, ce qui témoigne de la forte hausse des cours qui a été constatée cette année. Pareil pour la volumétrie, on est sur des transactions effectuées sur le marché central qui ont totalisé 5,6 milliards à date, en bons comparativement aux 3,3 milliards qui ont été enregistrés en 2020. Je vous propose de passer à notre forecast pour les années 2024 et 2025 et qui fait ressortir une augmentation prévisionnelle de la capacité bénéficiaire globale de près de 5% en 2024, qui dépasse la barre des 30 milliards, avec une poursuite de cette tendance haussière en 2025, avec une hausse de près de 14% du RNPG de notre score. Donc, je vais commencer par le volet commercial. En termes de chiffre d'affaires, on s'attend à une hausse de près de 5% à 272 milliards de dirhams. C'est une hausse qui intègre trois principaux éléments. Le premier, c'est une progression de près de 4% du chiffre d'affaires des industries, qui est redevable principalement à la bonne tenue des réalisations de TGCC, Axital et Managem. Pour les financières, on devrait être sur une hausse de près de 8% du PNB à 69 milliards de dirhams, qui s'explique essentiellement par une croissance attendue de 6% de la marge d'intérêt. Donc, c'est une croissance qui va profiter de l'impact positif de la baisse du taux directeur sur le coût de refinancement des banques. Et sinon, pour les assurances, on devrait être sur une hausse de près de 4% du chiffre d'affaires qui va être porté par les deux branches, donc que ce soit la vie ou la non-vie. Pour l'année 2025, les revenus de notre scope 40 devraient s'améliorer de près de 8%, tirés par les industries et par les financières également. Par rapport à la marge opérationnelle retraitée de Maroc Télécom, donc elle devrait ressortir en amélioration de 1,3 points en 2024 à 18,3%. Et c'est une amélioration qui s'explique principalement par un meilleur mix produit, mais aussi par un allègement des coûts des intrants consécutivement à une atténuation des pressions inflationnistes. Pour l'année 2025, on devrait être sur une marge opérationnelle globale en hausse de 3,5 points à 18,5%. Passons désormais à la capacité bénéficiaire qui devrait ressortir en hausse de près de 5% en 2024 à 31 milliards de dirhams. Mais c'est une hausse qui s'explique par trois points. Donc, le premier, c'est le repli de la capacité bénéficiaire des industries de près de 8% qui s'explique par l'impact de la provision relative au litige Maroc Télécom Ouana. Si on retraite de cet élément exceptionnel, le RNPG devrait ressortir en progression de 19% à 18 milliards de dirhams. Donc, c'est une progression qui est quand même assez remarquable et qui va être portée principalement par Total Energies, Marsa Maroc et Africa Gaz. Pour les financières, on devrait être sur une croissance à deux chiffres de près de 21% à 15 milliards de dirhams, qui va être portée principalement par la bonne tenue du PNB, mais aussi par l'allègement des charges générales d'exploitation. En termes de coût du risque, on devrait être sur un allègement du taux du coût du risque à 1,2% contre 1,3% l'année dernière. Et ça s'explique principalement par l'amélioration de la situation macroéconomique, que ce soit au Maroc ou en Afrique de façon générale, mais aussi par une meilleure politique de recouvrement et de gestion des risques. Concernant les assurances, le RNPG devrait progresser de près de 7%, donc c'est une amélioration qui va être tirée par la légère hausse du résultat technique, mais principalement par le bon comportement du volet non technique. Alors, si on retraite de la provision de Maroc Télécom qui a été constatée au S1 dans le sillage du dénouement de l'affaire qui l'oppose à Inouï, mais aussi des contributions
au fonds 126, qu'on estime à peu près 1,4 milliard de dirhams, on devrait être sur une amélioration de 13,5% du RNPG à 35 milliards de dirhams en 2024. Et pour l'année 2025, on devrait être sur une hausse de près de 23% à 37,7 milliards de dirhams. On enchaîne avec les perspectives du marché boursier marocain. Donc, je ne vais pas m'attarder sur la partie croissance économique qui a déjà été développée en début de présentation. Je vais directement passer à l'évolution de la capacité bénéficiaire qui, comme je viens de le dire, devrait s'établir à 5,1% en 2024 et à 22,7% en 2025. Donc, avec un retour du PE à un niveau attractif de 17,9 fois, ce qui laisse entrevoir de nouvelles marges de croissance pour le marché action après 2 années qui étaient quand même fortement haussières. Sinon, par rapport au marché financier, donc celui obligataire devrait afficher une consolidation à la baisse des taux d'intérêt qui va être renforcée par la confirmation de la politique d'assouplissement monétaire d'ici fin 2024 et début 2025. Pour sa part, le marché action pourrait présenter un risque de correction temporaire en cas d'absence d'éléments positifs qui sont liés à l'état d'avancement des projets d'envergure qui sont en cours de lancement au sein du royaume. Et par rapport à l'arbitrage action-obligation, donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'écart entre ces deux actifs se resserre davantage. Donc, on passe de 66 points de base en septembre 2023 à 64 points de base à date, ce qui renforce le basculement de l'arbitrage en faveur du marché action. Donc voilà, c'est tout pour la partie forecast. Je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions sur le sujet à la fin de notre présentation. En attendant, je redonne la parole à Dounia. Merci beaucoup, Khadija, pour cet éclairage. Donc, nous allons maintenant effectuer un focus valeur et je vais vous présenter les trois titres coup de cœur de notre bureau de recherche, à savoir Mars Maroc, TGCC et Dauphin. Donc, on va commencer par Stissem qui va nous présenter ses arguments pour Mars Maroc. Merci Dounia. Alors, Martha Maroc, c'est une de nos valeurs favorites depuis plusieurs années qui continue à maintenir le cap et à susciter un fort intérêt. Donc, cet intérêt se trouve réconforté par les dernières annonces qui viennent confirmer les ambitions stratégiques du groupe avec un double pari de croissance tant sur le marché local qu'à l'international. Alors, tout d'abord, et après son partenariat fructueux avec Tangemed, Marsa Maroc a confirmé son positionnement sur le second hub à Nador dans le cadre d'une joint venture avec CMA-CGM. Donc, les deux opérateurs devraient créer une co-entreprise détenue à hauteur de 51% par Marsa Maroc et de 41% par le groupe français, avec un accord portant sur une durée de 25 ans et un investissement commun de 280 millions de dollars pour équiper et exploiter une plateforme de transbordement sur le terminal en conteneur Est. La concession devrait porter sur une capacité annuelle cible entre 1,2 et 1,5 million de VP pour la première phase du projet, avant d'atteindre une capacité pleine de 3,4 millions de VP. Donc, dans le sillage de ce partenariat, Marsa Maroc devrait capitaliser sur son positionnement depuis 2021 sur Tanger Alliance, ayant déjà atteint sa pleine capacité de 1,5 million de VP pour justement renforcer sa présence sur le segment du transbordement en Méditerranée en portant sa capacité de traitement des conteneurs à 6,5 millions de VP, dont près de 5 millions de VP dédiés au transbordement des conteneurs. Alors, toujours à l'échelle nationale, Marsa Maroc continue à consolider son portefeuille à travers l'augmentation de sa participation dans le capital de la société SMA, la portant à 100% contre 51% précédemment, ce qui devrait permettre à l'opérateur de renforcer son activité au port d'Agadir et de déployer des synergies opérationnelles afin d'offrir une meilleure qualité de service. Alors, Marsa Maroc a également confirmé ses ambitions d'expansion à l'international, notamment en Afrique, où le groupe pourrait mettre à profit son expertise. Donc, je rappelle dans ce sillage attribution à Marsa Maroc d'un contrat de gestion délégué pour les terminaux 1 et 5 du port de Cotonou au Bénin, dans le cadre d'un partenariat avec la société Bénin Manutention. Donc, Marsa Maroc devrait s'appuyer sur son expertise et ses relations avec les principales compagnies maritimes internationales pour accompagner la société béninoise pour le démarrage et la mise en exploitation des deux terminaux conformément aux standards internationaux. Donc, à plus long terme, je rappelle que le port de Dakhla Atlantique, qui est prévu à horizon 2029, devrait offrir de nouveaux relais de croissance au secteur portuaire, avec un trafic annuel prévisionnel de 35 millions de tonnes, ce qui devrait permettre le traitement de 5 millions de tonnes de vrac liquide, 25 millions de tonnes de marchandises et de vrac solides et 1 million de conteneurs.
Enfin, je souhaiterais rappeler la solidité de la performance financière de la société avec des marges robustes soutenues par une bonne maîtrise des charges opérationnelles et une structure bilancielle saine avec un désendettement de moins 647 millions de dirhams à fin juin 2024 contre 24 millions pardon, de dirhams à fin juin 2023. Alors, je vous propose de passer aux indicateurs financiers et boursiers. Donc, au volet boursier, la valeur traite aujourd'hui à un cours de 500 dirhams, soit une perte year-to-date de 81%. Donc, son PER, selon nos prévisions et sur la base du cours actuel, devrait s'établir à 26 fois en 2024 et 25 fois en 2025, contre un PE de 24 en 2023 et un max historique de 48 au cours des 10 dernières années. Donc, en termes de prévisions pour l'année pleine 2024, nous tablons sur un top line en bonification de 14,7% à 4 milliards 955 millions de dirhams, qui devrait être tiré par la bonne tenue tout d'abord du trafic conteneurisé, qui devrait enregistrer des revenus en appréciation de 15,2%, sous l'effet combiné de la reprise du trafic domestique et de la dynamique soutenue de Tanger Alliance avec une capacité prévisionnelle de 1,8 million de VP contre 1,5 prévu initialement. Alors, les vracs solides devraient également afficher une amélioration, à peu près 17%, portée par les exportations de clinker, des aliments de bétail et du FESPAT et les importations de céréales. Alors, pour leur part, les vracs liquides devraient s'apprécier de 13,5%, profitant de la bonne dynamique du trafic aérien. Dans ce siège et compte tenu de la bonne maîtrise des charges d'exploitation, l'opérateur devrait afficher un REX en progression de 25% à 1 milliard 942 millions de dirhams pour une marge EBIT en amélioration de 3,2 points à 39,2%, tandis que le RNPG devrait enregistrer une hausse remarquable de 39% à 1 milliard 183 millions de dirhams, profitant notamment de la non-récurrence du don au fonds séisme de 100 millions de dirhams. Alors pour l'année 2025, nous tablons sur un chiffre d'affaires consolidé en bonification de 9,8% à 5 milliards 441 millions de dirhams pour un RNPG en bonification de 7,2% à 1 milliard 269 millions de dirhams sous l'effet d'une amélioration des flux portuaires et d'une poursuite de la bonne tenue de l'activité transbordement. Alors, pour la valorisation du groupe Marsa Maroc, nous nous sommes basés sur la méthode DCF et avons retenu comme hypothèse une prime de risque de 8,8%, un taux sans risque de 3,21%, un TCAM du chiffre d'affaires de 7,5% pour les 10 prochaines années et une marge EBE moyenne d'à peu près 51% sur la même période. Alors, par rapport au projet Nador Westmed, je tiens à préciser que notre valorisation ne tient compte que du potentiel de la première phase avec une capacité de près de 1,4 million de VP et des flux additionnels qui sont estimés à 1,25 milliard de dirhams en année terminale. Donc, la taille cible devant doubler, les marges d'évolution sur ce pas devraient être bien plus importantes à partir de 2030. Donc, en attendant, et en matière de CAPEX, donc, outre les investissements qui sont liés à Nador Westmed, je rappelle que le groupe devrait également mobiliser sur les 5 prochaines années une enveloppe budgétaire de 2,4 milliards de dirhams portant sur des investissements dans les équipements de manutention. Donc, compte tenu de ces éléments, nous recommandons d'accumuler le titre dans les portefeuilles avec un cours cible de 491 dirhams. Voilà, ça sera tout pour moi. Je redonne la parole à Dounia. Merci Petit Sam pour ton intervention. Donc, je passe désormais la parole à Lamia qui va nous parler de TGCC. Merci Dounia. Donc, depuis son IPO, TGCC poursuit avec succès le déploiement d'une double stratégie axée sur une stratégie de diversification en cours de l'acteur qui est articulé autour des prestations pour les activités des travaux publics et de la promotion immobilière, ainsi que son positionnement sur des niches diversifiées et stratégiques pour le royaume, notamment les secteurs de la santé et de l'éducation. En effet, TGCC devrait appréhender ce second semestre de l'année 2024 avec un carnet de commandes solide s'établissant à un niveau historique de 8,6 milliards de dirhams à fin juin 2024. Et une deuxième stratégie d'expansion renforcée afin de tirer davantage profit des opportunités qui se présentent en Afrique. Grâce à une performance solide, les filiales internationales du groupe ont d'ores et déjà enregistré une augmentation significative de leur carnet de commandes, comme c'est le cas de TGCC Libye.
Celle-ci a en effet été créée en 2023 pour consolider son expansion régionale, de même que TGCC Guinée, sachant que ces deux filiales ambitionnent de devenir rapidement des opérateurs de premier ordre dans ces pays. Dans ce sillage, TGCC entend s'appuyer sur son expérience pour acquérir la notoriété nécessaire afin de se positionner comme un acteur incontournable en Afrique de l'Ouest, où tout reste à faire. Toutes ces perspectives devraient produire des résultats à moyen et long terme et seraient plus réalisables dans un contexte économique et sectoriel beaucoup plus favorable. Parallèlement, on trouve TGCC Développement en France, qui prend en charge le développement des projets à l'international. Bien évidemment, l'argument le plus fort reste le contexte sectoriel local qui devient de plus en plus favorable pour l'ensemble des activités BTP avec tous les projets liés directement ou indirectement à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Partant, nous recommandons d'investir dans TGCC pour les raisons suivantes. Premièrement, l'opérationnalisation du nouveau dispositif d'aide au logement prévu dans la loi de finances 2025 afin de restimuler la demande en biens immobiliers. Ce programme laisse présager un nouveau cycle haussier pour le secteur immobilier pour les années 2024-2025 et pourrait induire le développement d'infrastructures dans les nouvelles zones aménagées, incluant notamment des établissements universitaires, des hébergements touristiques ou encore des infrastructures de santé, et redynamiser l'immobilier impactant de facto l'activité de TGCC. La relance des grands projets de développement structurant en deuxième point, avec l'extension du port phosphatier de l'Ayoun, la construction des ports Nador West Med, dont la mise en service est prévue à fin 2024, et Dakhla Atlantique, le lancement de la ligne TGV Casablanca-Marrakech avec les ouvrages d'art principalement, et la construction de 20 barrages et 3 stations de dessalement de l'eau de mer prévues dans le cadre du programme national d'eau potable et d'irrigation 2020-2025. Et troisièmement, l'annonce de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 qui devrait nécessiter une augmentation significative des infrastructures sportives, hôtelières, aéroportuaires et routières à l'échelle nationale. À cet effet, notons que les premiers lots de travaux de mise à niveau des stades ont été attribués à TGCC, Jet Contractors et SGTM pour un budget de 9,5 milliards de dirhams dans le cadre des projets nationaux liés à l'organisation de la Cannes 2025 et de la Coupe du Monde 2030. Reste pour TGCC à bien gérer la pression que tous ces projets devraient générer sur son VFR. L'opérateur a eu certainement un avant-goût en Libye, mais semble avoir bien réussi à négocier les contre-coups de cette première expérience. Passons à présent au volet boursier. La valeur traite aujourd'hui à un cours de 454,9 dirhams, soit une perte year-to-date de 144,9%. En termes de prévisions chiffrées et ne tenant compte que des projets identifiés pour le moment, TGCC devrait enregistrer une hausse de son chiffre d'affaires en 2024 de 16,1% à 7 milliards 971 millions de dirhams, reflétant ainsi la forte dynamique commerciale de l'opérateur, les performances croissantes de ses filiales nationales et la poursuite de l'expansion internationale du groupe. Par rapport au RNPG, nous tablons sur une progression de 37,9% à 499 millions de dirhams, établissant la marge nette à 6,3% contre 5,3% en 2023. Les niveaux de PE redeviendront intéressants à partir de 2027 lorsqu'ils repasseront sous la barre des 20 et atteindront les 18,3% pour cette année-là. Concernant les dividend yields, nous tablons sur une stabilisation jusqu'en 2030 où elle connaîtra une légère augmentation de 0,1% avant de se stabiliser pour les 3 prochaines années. Pour la valorisation de TGCC, nous nous sommes basés sur la méthode de DCF et avons retenu comme hypothèse une prime de risque de 8,8%, un taux sans risque de 3,26% et un taux d'actualisation de 8,8%. Ainsi, nous aboutissons à un cours cible de 455 et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à recommander le titre à l'achat. Bien. Merci Lamia. Nous passons maintenant à Doha, qui sera présenté par Ali. Ali, merci de nous dire qu'est-ce qui motiverait justement l'investissement dans ce titre. Alors, nous allons maintenant enchaîner avec le secteur immobilier qui commence enfin à montrer des signes de redressement après plusieurs années de vaches maigres imputables à un contexte économique défavorable. En effet, le nombre de mises en chantier hors restructuration a doublé entre
2022 et 2023 au Maroc pour se fixer à 225 000 unités, au moment où la production hors restructuration a progressé de plus 27% en 2023 pour s'établir à 185 000 unités. Dans le même sillage, l'opérationnalisation des aides directes au logement par le gouvernement en 2024 devrait continuer à stimuler la demande en encourageant les ménages des catégories socio-économiques visées à la primo-accession. Notons qu'à fin octobre 2024, le programme compte déjà plus de 28 000 bénéficiaires, dont plus de 26% des MRE qui manifestent un fort engouement pour l'acquisition de biens immobiliers au Maroc. Cependant, Doha ne devrait pas profiter tout de suite des retombées de ces nouvelles incitations, notamment sur le segment moyen standing, car l'opérateur est toujours en attente de l'autorisation de ces nouveaux projets, sachant qu'il cherche également à mieux valoriser sa réserve foncière en reconfigurant la nature des projets à y développer, comme celui de Rahma à Casablanca, doté d'une taille de 55 hectares et de 6 000 logements. Cela étant, et dès la fin de cette année, la dynamique commerciale favorable sur le segment moyen standing devrait se matérialiser par les premières commercialisations, suite notamment à l'obtention du groupe de nouvelles autorisations pour près de 10 000 unités récemment à Casablanca. De plus, la mise en place du nouveau programme national Ville sans bidonville dont l'objectif est de lutter contre les habitats insalubres et de procéder à une mise à niveau des zones urbaines, vient compléter cette stratégie étatique et vise à reloger 120 000 ménages à travers le royaume. Le premier jalon a été déjà posé avec le lancement du projet dans la province de Mediouna, où presque 1900 appartements à construire ont été attribués à Doha. De même, et afin de redynamiser le segment ostendine à forte valeur ajoutée, le groupe compte capitaliser sur son positionnement dans plusieurs projets stratégiques. Et il s'agit notamment de la complétude du projet Riyad Andalus, situé en plein cœur de Hay Riyad à Rabat. Deuxièmement, d'un programme s'étendant sur 300 hectares entre Rabat et Knetra, dont une dizaine d'hectares est situé à la plage des Nations. Et troisièmement, d'un projet de 72 hectares dans la palmeraie de Marrakech, dédié au développement de villas premium. Plus globalement, un nouveau cycle haussier pour l'immobilier au Maroc pourrait se réaliser à partir de 2025 et devrait dépendre notamment de l'accueil réservé aux aides au logement par les promoteurs et par les acquéreurs. Deuxièmement, la capacité des promoteurs immobiliers à s'adapter aux besoins fluctuants de la population et la concrétisation de la dynamique économique escomptée. Enfin, à l'international, Doha a ambition de devenir un acteur de premier plan en Afrique subsaharienne, région euh, qui constitue un axe stratégique déterminant pour la croissance du groupe depuis le lancement de ses activités en 2012. En effet, l'obtention récente des autorisations de deux projets économiques et de moyens standing au Cameroun pour 2000 unités et du lancement du projet économique de 1600 unités à Libreville dans le cadre de la convention signée avec l'État gabonais pour la réalisation de 5000 logements vient étoffer un portefeuille d'ores et déjà important. Alors, au volet boursier, Doha, comme vous le savez, a profité pleinement de l'engouement qu'a connu le marché boursier marocain entre 2023 et 2024, comme on atteste son titre qui traite à 37 dirhams à l'issue de la semaine écoulée, soit une performance year to date de presque plus 160%. Alors, en termes de prévision pour l'année 2024, nous tablons sur un chiffre d'affaires consolidé en progression de plus 35% à presque 2,9 milliards de dirhams, porté principalement par le segment économique et devant être soutenu par un backlog de 9,6 milliards de dirhams au premier semestre 2024. On table également sur un résultat d'exploitation en bond de plus 3,6 fois à 524 millions de dirhams
et une marge opérationnelle en forte amélioration de plus 11 points à 18,2%. Cette amélioration de marge s'explique notamment par la baisse des coûts des matières premières et elle est en ligne avec les niveaux de marge constatés à fin juin 2024. Enfin, on table sur un résultat net consolidé en appréciation de plus 51% à 284 millions de dirhams, fixant ainsi la marge nette à 9,9% contre 8,8% en 2023. Alors, au volet bilanciel, la dette et le BFR du groupe doivent demeurer sous haute surveillance. En effet, une mauvaise gestion de ces derniers, notamment en période de forte croissance, pourrait s'avérer désastreuse pour le groupe. En attendant, bien sûr, plus de détails sur la nouvelle émission obligataire de 800 millions de dirhams prévue pour fin 2024. Enfin, et sur la base de la méthode TCF, nous recommandons l'achat du titre à Doha avec un cours cible de 43,4 dirhams, faisant ressortir un upside de plus 17,3% par rapport au cours de 37 observé le 8 novembre 2024. Alors, je Merci passe la beaucoup, parole à Ali. Mia. Merci. Merci Ali. Bon, nous pouvons maintenant entamer la session de questions-réponses vu qu'on a achevé la présentation. Donc, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur le chat mis à votre disposition. On se fera un plaisir d'y répondre. Alors, nous avons déjà une première question et elle est adressée à Lamia. C'est par rapport à TGCC. Quel est le portefeuille actuel de projets de TGCC et comment se répartit-il entre le Maroc et l'international? Merci Dounia. Donc, pour répondre à la question, déjà, il faut savoir que TGCC gère plus de 90 projets au Maroc et à l'international, avec, on va dire, une forte concentration sur l'éducation, à hauteur de plus de 36%, et la santé aussi, également, à hauteur de 13%. Des projets emblématiques incluent le CHE Ibn Sina à Rabat et l'Université Mohammed VI Polytechnique également. Il faut noter également que l'internationalisation se renforce, notamment en Afrique de l'Ouest pour TGCC. Merci beaucoup, Lamia. On a déjà la prochaine question. Cette fois-ci, elle concerne Doha, donc ça va être adressé à Ali. Donc, est-ce que ces perspectives favorables d'Ad-Doha ne sont pas déjà intégrées dans le cours actuel? C'est une excellente question. Je passe la parole à Ali pour pouvoir nous donner un éclairage par rapport à ce point. Alors, merci Dounia pour la question. À notre avis, pas entièrement, car nous avons cherché à être plutôt prudents dans notre approche, n'intégrant pas tout le potentiel à venir au regard de l'importante réserve foncière du groupe. Nous attendons euh, de voir comment le marché va se comporter en 2025, ainsi que de connaître le sort définitif des projets en cours de reconfiguration pour mieux mesurer l'impact tant sur le backlog du groupe que sur sa rentabilité. En Afrique, certainement, le succès des lancements de nouveaux projets au Ghana, en Guinée et au Sénégal devrait de son côté pérenniser la contribution de ce relais de croissance dans les années à venir. Merci beaucoup, Ali. Alors, cette fois-ci, on a une question sur le taux directeur. Quelles sont vos anticipations quant à l'évolution du taux directeur en décembre? Donc, je pense que c'est Khadija qui doit y répondre.
Merci Dounia. Alors, a priori, on pense qu'une deuxième baisse du taux directeur devrait avoir lieu en décembre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dépit de la dynamique globale qui est attendue pour les années à venir, dans la perspective, bien sûr, des grands événements sportifs que le Maroc compte organiser, le rythme de croissance économique reste quand même insuffisant pour le moment. Et donc, c'est une situation qui pourrait pousser Banque Maghreb à vouloir donner un coup de boost à l'économie marocaine à travers une réduction additionnelle du taux directeur, notamment dans un contexte qui est marqué par un assouplissement des politiques monétaires au niveau international. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup, Khadija. Donc, j'ai une question cette fois-ci par rapport à Marsa Maroc, ce petit système. Donc, quel est l'impact en termes de chiffre d'affaires et de marge des projets de Nada West Med et du Bénin sur Marsa Maroc? Alors pour le projet du Bénin, nous n'avons pas encore de visibilité sur les prévisions en termes de chiffre d'affaires. Par contre, pour Nador Westmed, nous tablons sur des flux additionnels de 1,25 milliard de dirhams pour la première phase du projet, ce qui devrait permettre à Marsa de doubler son chiffre d'affaires global d'ici 2032-2033 avec un TCAM de 7,5%. Alors, par rapport aux marges, pour le transbordement, on est sur des niveaux, on va dire, moins importants que ceux du conteneur domestique, étant donné que les prix dépendent de l'offre et de la demande, contrairement à l'import-export qui est réglementé par l'ANP. Merci beaucoup, petit Sam. Alors, cette fois-ci, j'ai une question par rapport à Doha. Donc, pour Doha, sur quelle base le chiffre d'affaires a-t-il été projeté? Alors, cette question va être répondue par bien évidemment Ali. Ali, je te donne la parole. Alors, concernant les projections de chiffre d'affaires de Doha, nous nous sommes basés sur les projets qui ont été déjà annoncés par le groupe et aussi nous avons pris en considération les projets en cours de reconfiguration afin qui devraient permettre au groupe de mieux se positionner sur le moyen standard. Alors, j'ai une prochaine question. Cette fois-ci, c'est par rapport à Maroc Telecom. Donc, c'est une valeur que nous n'avons pas dans le scope, que nous n'avons pas justement dans le webinaire. Donc, c'est une idée sur l'impact du dénouement du procès Inouï sur le dividende full year 2024 de Maroc Telecom, avec un maintien de 70% du payout sur un résultat estimé de 1,2, ou bien sur un payout dépassant les 100% pour maintenir au moins la distribution de l'année précédente. Donc, je vais donner la parole à Khadija qui va répondre rapidement à cette question. Alors justement, par rapport à Maroc Télécom, donc on a décidé de maintenir le niveau de payout à 70% du résultat et c'est une décision qui a été prise conformément à la politique de distribution de dividendes de l'opérateur sur l'historique, mais aussi par mesure de prudence. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question.
Merci beaucoup, Khadija. Donc, on a une autre question cette fois-ci encore par rapport à Doha. Donc, le dernier point, des menaces, comment l'annonce de la mesure relative à l'attestation fiscale pourrait-elle ralentir les transactions? Pourrez-vous être plus explicite? Donc, effectivement, par rapport à l'attestation fiscale, c'est par rapport aux biens, aux ventes biens de seconde main. Mais effectivement, ça pourrait ralentir l'ensemble du process. C'est-à-dire que les acquéreurs pourront, justement les vendeurs pourront avoir du retard, accuser du retard dans leur vente. Et dans ce cas-là, accuseront du retard dans leur achat peut-être d'un bien, cette fois-ci, qui est de première main. Donc c'est un impact plutôt indirect que direct. J'espère avoir répondu à votre question par rapport à ce point. Je peux passer à la question suivante. Alors, cette fois-ci, c'est par rapport aux écarts entre le S1 avec nos prévisions. Donc, c'est Khadija qui va y répondre. Merci Dounia. Alors déjà, juste pour rappel, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au S1 2024, la capacité bénéficiaire de notre scope 40 est ressortie en baisse de près de 7% et qu'elle représente à peu près 49,5% de nos prévisions annuelles pour l'ensemble de l'année. Donc c'est un taux qui est très disparate selon les branches d'activité. Par exemple, pour les industries, on est sur un taux de réalisation de 35% seulement et ça s'explique par la provision de 6 milliards de Maroc Télécom qui a été constatée intégralement sur le S1. Si on retrait de cet élément, on serait sur un taux de réalisation qui est aux alentours de 57%. Pareil pour les banques, on a un RNPG qui dépasse nos prévisions, particulièrement pour BCP, et ça s'explique par une meilleure tenue de son PNB, combinée aussi à une gestion qui a été plus efficace de ses charges générales d'exploitation. Et c'est ces deux éléments qui expliquent effectivement les écarts entre les réalisations OS1 et nos prévisions. Merci beaucoup, Khadija. Donc, on a encore une fois une nouvelle question par rapport à Tofa. Elle est visiblement très populaire. Donc, que devrait représenter l'Afrique dans l'activité du groupe Doha et comment la société sécurise-t-elle ses financements pour les projets africains? Donc, je redonne la parole à Ali qui va vous répondre à cette question. En fait, le groupe devrait continuer à capitaliser sur sa présence en Afrique subsaharienne, où le nombre total d'unités en cours de production s'élève déjà à plus de 6 000 unités à la fin du premier semestre 2024, représentant ainsi 37% de la production totale du groupe, un chiffre d'affaires sécurisé de près de 3,6 milliards de dirhams. Au volet des financements, nous n'avons pas assez d'informations sur le sujet, mais le groupe pourrait se financer localement, comme il a déjà réalisé une opération de dette privée sur le marché financier en Côte d'Ivoire pour un montant de 200 millions de dirhams en 2022, sans bien sûr exclure la possibilité d'utiliser les avances pour assurer le bon déroulement de son activité. Merci beaucoup, Ali. De mon côté, ça c'est clair. On a une dernière question pour le moment, en tout cas. C'est par rapport à Marsa Maroc, donc TISEM. Est-ce qu'on a des nouvelles sur la cession du siège social de la société? Alors pour l'instant, pas de nouvelles. Donc, la décision du transfert du siège social a justement été approuvée lors de la dernière Assemblée générale et le groupe prévoit effectivement de céder le siège de Zartone, ce qui devrait générer une plus-value probablement dans les comptes de 2025. Mais encore une fois, nous n'avons pas plus d'informations par rapport à ce sujet. Merci beaucoup, Tissam.
Donc pour le moment, je pense qu'on a fait le tour par rapport à toutes les questions qui ont été posées et le temps imparti à ce webinaire est arrivé à échéance. Donc merci déjà à toute l'équipe de BMC Capital Global Research d'avoir participé à ce webinaire et merci bien sûr à vous d'avoir enrichi le débat et la réflexion grâce à vos questions pertinentes. Nous espérons en tout cas avoir bien répondu à vos questions et restons à votre entière disposition pour tout éclairage complémentaire. On va vous donner rendez-vous à nos prochains IDM et webinaires qui sont qui sont en cours de programmation à la fin de cette année. Et vous pouvez bien évidemment avoir accès à l'intégralité de la vidéo de ce webinaire très rapidement sur notre plateforme. Donc, je vous remercie encore et je vous souhaite une excellente journée.